Bonsoir Pierre, Bonsoir. bienvenue Bonsoir. au festival du Big Bang au Big Band. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et sur quoi tu travailles globalement avant qu'on puisse entrer dans les détails et où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Pierre Guillot, je suis ingénieur de recherche à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale, à Orsay, et je travaille en ce moment sur le projet MAGIS, qui est un projet d'instrument spatial, d'exploration planétaire, exploration du système de Jupiter, dont notre laboratoire est responsable, on dit PI. C'est aussi le laboratoire où j'ai fait ma thèse avant de rester ici comme ingénieur de recherche. Effectivement, tu es jeune docteur, voilà, très récent et brillant, et ça c'est moi qui le dis. Et donc Magis va partir sur la mission JUICE dans quelques temps. C'est toujours une question difficile de répondre quand est-ce que ça part. Mai 2022. Mai 2022. C'est la réponse officielle. Actuelle. Voilà. Officielle, voilà. Officielle. Je connais les En mai choses 2022. officielles et officieuses, très bien. Sur la mission JUICE, effectivement, la sonde de JUICE. Ouais. Alors, tu nous as proposé de parler des missions spatiales en général et puis avec des exemples de missions planétaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on conçoit une mission spatiale? Est-ce qu'on commence par fabriquer un instrument, avoir un but scientifique, avoir une idée scientifique? Est-ce qu'on est tout seul dans notre coin à dire j'ai une idée géniale, je vais aller sur Jupiter ou sur la Lune ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça fonctionne? Alors, oui. On peut commencer par dire peut-être que ça dépend beaucoup de l'agence. En France, on a une agence spatiale nationale qui s'appelle le CNES, qui actuellement ne fait presque jamais de missions seule. Les missions en général, en France, ce sont des missions européennes, ce sont des missions de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Faire des missions spatiales avec la NASA, l'Agence spatiale américaine ou l'Agence spatiale japonaise, la JAXA, c'est assez différent. Là, je me permettrai seulement de dire des choses dont je sais qu'elles sont vraies pour les missions ESA. Je passe un peu de temps à présenter l'agence. Ça aura sûrement déjà mis de côté une de tes hypothèses qui était on est tout seul dans son coin et on fait les choses. Alors non, pas du tout. C'est ce que je représente sur le schéma là, que vous avez peut-être à l'écran. Avec le petit scientifique génial en Lego, là en deuxième. Non, il ne fait pas le travail tout seul. On peut peut-être dire que ça a été vrai à une époque de la conquête spatiale. C'est plus du tout le cas. Derrière une mission spatiale, il y a énormément de personnes, et pas du tout seulement des scientifiques. Loin de là. Même en fait, ils sont en minorité, de loin, en nombre. Ça commence, elles sont très cadrées actuellement, par un appel d'offres de l'agence spatiale qui va financer, réaliser la mission. L'appel d'offres, il est très codifié. Il va y avoir des missions de tailles différentes. Taille, ça veut dire taille de l'enveloppe budgétaire, mais aussi en général taille physique de la mission. Il y a souvent un lien. Et à partir de cet appel d'offres, c'est là quand même qu'on a besoin des idées géniales de notre fameux scientifique Lego. On répond en tant que scientifique avec des idées de pistes à explorer. Je veux aller explorer tel objet avec tel axe d'étude, plutôt par tel angle d'attaque technique, instrumental, parce que j'ai 20 ans d'expérience, que je sais que jusque-là on a fait ça comme ça a mal marché pour cette raison, il faut encore comprendre cet aspect, or avec tel instrument, on y répondra mieux. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement une belle idée scientifique, déjà dans le début de l'appel d'offres, il y a j'ai une belle idée scientifique, mais en plus, on va y arriver comme ça, et comme ça, et comme ça. Au début, c'est beaucoup les idées scientifiques qui doivent s'enchaîner et montrer leur cohérence. Ensuite, peu à peu, tout le travail de la réalisation de l'instrument, c'est de converger des idées scientifiques vers les idées techniques. Donc on voit que, comme tu disais, les scientifiques sont un peu en minorité, mais il y a déjà une imbrication des métiers scientifiques, entre guillemets, purs, et techniques et industriels assez tôt dans le processus. Elle va être de plus en plus forte au fur et à mesure du processus, d'ailleurs. Une fois que la mission est sélectionnée, c'est la troisième étape sur le schéma-là, une fois que la mission est sélectionnée, il va falloir sélectionner un industriel qui va réaliser la sonde spatiale, sonde qui est presque complètement décorrélée des scientifiques et de leurs besoins. C'est un vaisseau, c'est juste un vaisseau qui nous emmène, et dessus les laboratoires de ces scientifiques mettent des instruments, c'est eux qui font la science. On réalise les instruments dans les laboratoires, c'est là qu'il y a un travail qui est à la fois scientifique et technique, et au milieu de la réalisation il y a bien plus de travail technique que de travail scientifique. En plein milieu, en fait, c'est les ingénieurs qui réalisent tout, et vers la fin on retourne aux scientifiques puisqu'on va intégrer cet instrument sur le satellite, faire les derniers tests, le lancer. Et après le lancement, dans la mission, là, c'est presque plus que du travail scientifique, mais même pas tout à fait, parce qu'il y a encore un gros travail technique de gestion des données au sol qui imbrique encore les deux.
Donc là, tu nous as montré le panorama. Donc effectivement, les imbrications entre personnel technique, personnel scientifique, les idées, le travail d'équipe, tout ce lien. Et donc, peut-être que tu vas nous parler de ce sur quoi tu as travaillé ou de la science qui t'est plus familière, les sciences planétaires peut-être. Alors, on peut Si Valère ne rentrer dans le fourche pas. détail, on peut rentrer dans le détail de certains points. Ce que j'ai dit là, c'est globalement vrai pour tous les types de missions de l'ESA. Là, je vais rentrer dans le détail de ce que je connais mieux, qui sont les missions spatiales planétaires. Il y a des petites différences selon les types de cibles, évidemment. Donc la première chose que vous faites, eh bien, c'est regarder un objet. Là, on peut voir à l'écran une image d'artiste de Jupiter. Alors, la photo de Jupiter n'est pas d'artiste. Tout le reste est d'artiste. Et à partir de cette image, qui a été un peu travaillée pour faire ressortir certains aspects de ce qu'on va avoir envie d'aller explorer, on a peut-être envie de se dire, tiens, c'est marrant, autour de Jupiter, il y a un gros anneau orange, là. C'est quoi cet anneau orange ? C'est un tore de poussière et de glace qui, en fait, constitue les anneaux de Jupiter. Chose dont on a très rarement entendu parler. En général, on entend parler des anneaux de Saturne. Mais il y en a aussi autour de Jupiter, très très fins. On en a peu entendu parler pour une bonne raison, parce qu'ils sont très mal connus. D'autres choses sont très mal connues dans ce système. Il y a notamment, qui apparaît aussi à l'écran maintenant, la question des satellites glacés, Europe, Ganymède et dans une moindre mesure Callisto, qui sont des lunes très massives, de taille, pour Ganymède, bien supérieure à notre lune, qui sont des satellites dont la surface est faite de glace d'eau essentiellement. Et sous cette glace d'eau, il y a a priori un océan d'eau liquide. On a envie de penser exobiologie, on a envie de penser développement de la vie à partir du moment où on dit eau liquide. Bien sûr, il faut d'autres paramètres. Il se trouve que sous la surface de ces lunes-ci, pas mal d'autres paramètres pourraient être réunis. Un des objectifs, par exemple, qu'on peut avoir envie de se fixer, et c'est le cas pour la mission JUICE et pour l'instrument Magis, c'est d'aller voir plus en détail. Essayer d'avoir des détails sur ce qu'on peut voir de ce qui se passe dans l'océan en dessous. Si l'océan en dessous ne contient que de l'eau liquide et est très très pauvre en minéraux, alors évidemment si on y trouve des acides aminés ce sera formidable, mais s'il est de base très pauvre en éléments chimiques, il y aura peu de chance, on est mal parti. Donc on va avoir envie avec Magis de se dire je vais faire des photos, et puis pas que des photos, des spectres aussi, c'est-à-dire un moyen d'avoir la composition, à des endroits où la glace est plus fine, ou peut-être il y a eu des interactions entre la glace et la surface, plus exactement entre l'eau liquide et la surface, à travers la glace, et là peut-être trouver des traces d'éléments qui pourraient se complexifier et mener à quelque chose d'organique. Donc on va se poser ce type de questions-là pour définir la mission. Donc tu nous dis deux choses. Donc d'abord, il y a de l'eau sur les satellites joviens et saturniens, enfin de Saturne. Parfois, les gens peuvent penser qu'il y a de l'eau que sur Terre. Je sais que c'est pas le cas. S'il n'y avait pas d'eau sur Jupiter, il n'y aurait pas d'eau sur Terre. Voilà, je préférais que ce soit toi qui le dise. Voilà, est-ce que tu peux... En tout cas, selon ce à quoi on croit en général en planétologie actuellement, il n'y aurait pas assez d'eau sur Terre s'il n'y avait pas d'eau sur Jupiter et sur Saturne. La plus grande partie de la masse aqueuse qu'a récupérée la Terre au tout début de sa formation, a priori, a été apportée essentiellement par Jupiter et Saturne. C'est notamment l'étude des systèmes exoplanétaires autour d'autres étoiles qui nous a permis de montrer que notre cas était très particulier et que la quantité d'eau à la distance du Soleil à laquelle on est ne suffit pas du tout en temps normal à faire la quantité d'eau qu'on a sur Terre. Donc oui, la glace d'eau, l'eau sous forme de glace, à cause des températures et des pressions, se trouve essentiellement au niveau de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Nous, c'est l'exception, pas la règle, c'est l'inverse en fait. Et tu disais donc avec Magis, donc cet instrument sur JUICE, tu vas nous en parler, vous allez pouvoir voir les glaces, etc. Donc vous n'allez pas percer, vous n'allez pas vous poser, vous allez donc faire de ce qu'on appelle la télédétection, enfin vous allez être en orbite. Donc pareil, il y a peut-être des gens pour lesquels on a peut-être l'impression qu'on va toujours aller sur Mars, etc. Donc là, vous n'allez pas vous poser, vous allez faire ça à distance. Donc est-ce que c'est une technique générale qu'on utilise ou est-ce que c'est une exception ? Alors, assez. Se poser, c'est très compliqué. On le fait sur Mars, c'est devenu habituel, mais parce qu'on a l'expérience depuis très longtemps. Au début des premiers rovers martiens, enfin même pas des premiers atterrisseurs martiens, il faut savoir que la NASA et les Roscosmos, l'agence soviétique, ont eu énormément de mal. Le nombre d'échecs, même s'il est peu connu parce qu'il a maintenant plus de 50 ans, est énorme. Maintenant, on maîtrise à peu près. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise à une distance telle que celle où se trouvent Europe, Ganymède, les lunes de Jupiter. Et ça ne veut pas dire que ça apportera quelque chose.
Percer une vingtaine de kilomètres de glace, on ne sait pas faire, notamment pas sur Terre. C'est ça. Donc, Donc n'essayons pas de le aux confins faire. du système solaire. Voilà, aux confins du système solaire. Donc c'est une technique très classique qui est utilisée beaucoup sur Terre. C'est aussi un peu comme ça qu'on fait de la recherche d'hydrocarbures sur Terre. C'est comme ça qu'on fait un peu de suivi météo. C'est pas la technique dominante pour la météo, mais c'est de l'imagerie hyperspectrale, on appelle ça. Alors, le nom est barbare. Tu vas nous montrer ce que Mais c'est. le résultat est sympathique, voilà, c'est ce que vous avez à l'écran. Ça consiste, alors on regarde la partie droite de l'image, on a tout à droite le résultat de cette image hyperspectrale et vers le milieu de la slide, la technique. Donc la technique, elle consiste à observer une surface. La surface, c'est les carrés, c'est la surface planétaire qu'on cherche à observer, par exemple un océan terrestre. Et puis au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on met ? On met un instrument d'optique, un télescope, on veut faire une image de cette surface. Et derrière, on met un réseau, un élément dispersif. Quelque chose, en gros, qui va disperser la lumière, la diviser en ses nombreuses couleurs. Comme un On pourrait mettre une prisme, goutte mais d'eau, voilà. faire un arc-en-ciel, Ouais. c'est le même travail. Mm. Notre goutte d'eau est plus élaborée, mais c'est une goutte d'eau. Et on récupère l'arc-en-ciel sur un détecteur, sur des pixels, exactement comme un appareil photo. Donc on fait une photo de cet arc-en-ciel, et selon l'endroit où il a été pris à la surface, eh bien, on va avoir telle et telle information. Parce que, dans le spectre, décomposition de la lumière, on a des signatures de plein de choses, des éléments chimiques, de leur température, des densités qui règnent à cet endroit. Donc en fait, c'est une carte d'identité complète, mais vue de loin, en fait. Voilà. Donc c'est très puissant. Par la spectroscopie. C'est l'outil qui est utilisé de façon très majoritaire en planétologie et même au-delà de la planétologie aujourd'hui, parce que les photons sont notre meilleur élément d'analyse à distance, encore que c'est en train de changer. Oui, il y a d'autres choses qui apparaissent. Eh bien, très bien. Donc là, tu nous as montré la technique hyperspectrale. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant l'instrument que vous êtes en train de construire à l'IAS Orsay ? Donc, tu utilisais le terme laboratoire. En fait, ce sont des laboratoires de recherche au sein de grandes universités et d'unités du CNRS. Donc, ici, c'est l'Université Paris-Saclay, avec des labos du CNRS, du CNRS et du CNES. Voilà. Donc, alors, c'est quoi ce bel instrument ? Alors, c'est un laboratoire spatial, donc voilà, qui est la spécificité d'être spécialisé dans la réalisation de ces instruments. L'idée, c'est de partir d'en haut à gauche et d'arriver en bas à droite, c'est-à-dire de partir de plein de petits éléments. Alors, ce que je vous montre en haut à gauche, il y a un seul tout petit morceau qui pourrait aller sur le satellite, c'est le carré violet au milieu. Tout au milieu, là, il y a un petit carré qui est un peu mauve, il est mauve à cause des réflexions. Le reste, c'est un dispositif de test. C'est petit, ça fait 1,8 mm par 1,8 mm. C'est un détecteur. C'est ce que vous avez dans votre appareil photo ou dans le téléphone, encore que c'est encore plus petit dans le téléphone. Ici, il y a donc une matrice de pixels, carré de pixels, qui va faire l'image. C'est un des très nombreux éléments. Il y a des éléments thermiques. Il faut gérer le comportement de la température dans l'espace. On est dans un environnement à 3 Kelvin, moins 270 degrés Celsius. Et on a des dispositifs électroniques qui font les images, qui les renvoient vers nous, qui les traitent un petit peu en vol parfois, qui vont chauffer. On peut avoir comme ça, à quelques centimètres de distance, moins de 170 degrés, 50 degrés Celsius. Voire 100, je suis gentil avec 50. Il faut gérer ces gradients, il faut gérer ces situations. On travaille dans le vide aussi. Essaye d'envoyer ton téléphone dans le vide, il ne va pas revenir en bon état. Donc il faut que nos détecteurs fonctionnent dans le vide, il faut qu'ils fonctionnent dans toutes ces conditions-là. Donc c'est un ensemble de métiers, de compétences et de sous-éléments. Ce détecteur, ses liens thermiques, son électronique derrière, la mécanique qui emmène tout ça et qui survit au tir, puis au vide, qui vont nous donner ce qu'on peut voir tout à fait au milieu, qui est une représentation 3D de l'instrument assemblé, d'un des étages de l'instrument. Ce qu'on voit représenté en vert un petit peu transparent au milieu de tous ces éléments, c'est le chemin optique, c'est le chemin que va suivre la lumière. Et le reste, ce sont les éléments de l'instrument. Et une fois qu'on aura assemblé ces instruments, que des opticiens, des thermiciens, des électroniciens et des mécaniciens auront assemblé tout ça, il faudra le tester. C'est une très grande étape. Ce n'est pas parce qu'on vient de fabriquer un prototype pour la première fois qu'on le maîtrise parfaitement, loin de là. Il faut le maîtriser d'abord, le tester dans tous les sens, à tous les niveaux, et ensuite on pourra l'envoyer, et espérons qu'on connaîtra mieux les 5 jolis petits objets qui sont dans la dernière photo. Donc Jupiter et ses lunes. Donc l'instrument, la taille de Magis, ça sera quoi à peu près pour donner une idée ? C'est la C'est taille trop de grand. cette table C'est trop grand pour nos installations de test. C'est difficile à gérer. Magis, au plus grand, il fait 1m10. Son radiateur fait 1m10 parce qu'il y a des radiateurs dissipés à chaleur. L'instrument lui-même, la partie télescope, 80 par 80 cm à peu près. Donc ça tiendrait sur ça fait une petite cinquantaine de kilos. C'est ça. Donc en fait, pour que les gens puissent comprendre, la mission JUICE, comme tu disais, c'est
comme un bateau, enfin un spacecraft, comme on dit. Et qui ne tient pas dans la pièce autour de nous. Alors qui ne tiendrait pas Lui, par contre, dans la pièce, du voilà. Et sur laquelle on met comme des Lego des instruments scientifiques indépendants et qui doivent fonctionner. Ah oui, alors tu as peut-être un exemple C'est un petit peu à s'axer la jolie petite maquette de Rosetta, n'est-ce pas qui avait des panneaux solaires, qui est partie explorer donc la petite comète Chury il y a quelques années. Donc, il y a une version miniature ici. Voilà. Elle avait des panneaux solaires qui étaient un record d'ailleurs, C'est ça, très bien. en termes de taille. Il faisait plusieurs mètres, surface de plusieurs terrains de tennis. Et puis dedans, il y avait une dizaine de petits instruments. Il y avait notamment le petit Philae qui était dessus, qui était lui-même un super instrument parce qu'il en contenait 10. Et sur Rosetta et Philae, il y avait plein d'appareils photo. Il n'y a pas que des appareils photo, mais l'appareil photo sert à figurer les instruments qu'on met dessus, et pour lesquels il faut tout ça pour que ça fonctionne dans l'espace. Il faut de l'énergie, il faut des panneaux solaires, il faut pouvoir communiquer avec la Terre. La partie communication en général prend beaucoup de place. Exactement. Il faut pouvoir l'emmener dans l'espace, donc il faut un vaisseau qui va centraliser tous les besoins des instruments. Et alors donc, Vas-y. L'antenne, c'est absolument critique, enfin tout est critique, hein, mais en particulier parce que si on prend des bonnes données et puis qu'on pointe là où il ne faut pas, etc., on rate l'essentiel les de la données, c'est mission. toujours très critique. La dernière mission qui a exploré le système de Jupiter en détail, donc celle dont on hérite aujourd'hui, alors il y a la mission Juno américaine qui est en orbite en ce moment, mais la dernière qui s'est terminée, c'était fin des années 90, c'était Galileo, une mission NASA aussi. Et Galileo, il faut savoir qu'elle a eu de graves problèmes d'enregistrement de ses données et de réexpédition vers nous. Elle n'a pas pu envoyer la totalité de ses données, loin de là. Il y a une grande partie qui a été perdue. Et c'est pas la faute des instruments, c'est la faute d'une bande magnétique qui s'est collée et qui a été difficile à décoller. N'est-ce pas ? Quand on pense à tout ce qui doit bien marcher pour qu'on... c'est très compliqué. D'où l'intérêt de tout tester. Alors tu l'évoquais, tu as évoqué plusieurs choses particulièrement critiques. Donc la différence des métiers, ça j'aimerais bien qu'on revienne juste là-dessus. Tu as parlé d'électronicien, thermicien, mécanicien, électronicien, opticien. Voilà. Là, globalement, on a les 5 étages du laboratoire. Voilà. Voilà. C'est donc pas forcément facile de travailler parce que chacun a ses spécialités. Et puis il y a ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire comment l'opticien file son bébé à l'électronicien, il faut que tout rentre, etc. Donc comment tout ce petit monde travaille ensemble? Est-ce que ça se tape dessus? Est-ce que... J'imagine que non, mais voilà, toi, ton expérience... Dans là-dedans, toi, qu'est-ce que tu faisais? Alors, moi, je suis né un 6e, c'est les scientifiques. Oui, exactement. Très important. Exactement. Et on peut compter un 7e, c'est les managers qui sont plutôt côté ESA et CNES. Tout à fait. Et qui sont aussi présents au labo, doit y avoir évidemment. Oui. Tout ce monde-là doit se parler, c'est pas évident. C'est peut-être l'aspect le plus critique de la bonne santé d'une mission spatiale. Moi, je suis à l'interface. Je fais une thèse de sciences, j'ai une formation qui est 100% scientifique, astrophysique, spécialisée en planétaire. Mais maintenant, j'ai dit au début que j'étais ingénieur de recherche, je me dirige de plus en plus vers la partie ingénierie et on peut me rapprocher de plus en plus d'un opticien. Parmi les différentes branches, c'est d'eux que je suis le plus proche. Donc je suis à l'interface, justement, je fais l'interface entre les scientifiques et les opticiens. Alors tu évoquais aussi la notion de test, peut-être que les gens qui nous écoutent ne sont pas habitués. Il y a une exigence de fiabilité et de robustesse dans les missions spatiales, parce qu'il ne s'agit pas d'aller réparer un truc qu'on aurait mis 10 ans. Hein. Je sais plus, On l'a fait pour Hubble, mais c'est tout. Que pour lui. C'était designé pour ça, mais quand on conçoit pendant plusieurs années une merveille comme... Rosetta et Philae, et puis là maintenant JUICE et tous les autres, faut que ça marche, il n'y a pas d'autre option. Et donc les tests servent à la fois à s'assurer que tout marche bien, mais est-ce que ça sert aussi à vérifier les performances, s'assurer que on a bien branché les... voilà, comment ça... Est-ce que tu peux nous donner un mot? Est-ce que ça se fait comme ça sur un coin de table, un peu comme ici? Est-ce qu'il y a des matériaux spéciaux, des endroits spéciaux? Voilà. Comment ça marche, les tests? Parce que ça, on n'en parle pas souvent, en fait. Effectivement. Alors que c'est un grand morceau de la vie d'une mission spatiale. C'est un très gros morceau, comme on le sait. Alors, ils ont lieu... Il y a des tests dits fonctionnels qui consistent à vérifier qu'on a tout bien branché et que quand j'envoie une commande, il se passe ce qui doit se passer et que le comportement de que l'instrument fonctionne. On ne dit pas fonctionnel pour rien. Quand on fait on-off, je lance mon micro-ondes à telle puissance, pendant 30 minutes, il se passe bien ça et pas autre chose. Quand on fait les premiers tests fonctionnels, il ne se passe pas ça. C'est normal, c'est des prototypes. Et ensuite, il y a une partie qu'on appelle l'étalonnage, qui consiste là à aller gratter dans le détail, essayer de recréer des conditions les plus proches possibles des conditions de vol de la mission, prendre des images, faire des observations avec l'instrument les plus proches possibles de ce qu'il va faire en vol. Sauf que la différence, c'est qu'en vol,
l'instrument est censé être connu, les cibles sont inconnues, sont à explorer, et là on fait l'inverse. On doit s'acharner, et c'est le cœur de mon travail, ça a été le cœur de ma thèse, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui à l'IAS. On doit s'acharner avant à faire un dispositif optique, mécanique, que l'on maîtrise le mieux possible, de manière à ce que l'instrument qui à ce stade est l'inconnu observe ces éléments parfaitement connus et qu'on fasse le rapport entre les deux. C'est ça l'étalonnage. C'est la dernière étape de vie d'un instrument parce que ça se fait quand l'instrument est prêt. Et donc avant ça, il y a beaucoup de tests fonctionnels sur toutes les petites étapes. Si on ne teste pas les petites étapes, tu te doutes de ce qui arrive à la fin, ça ne marche pas. Mais il y a aussi une caractérisation un peu plus poussée de certaines petites étapes lorsqu'elles sont particulièrement critiques. L'électronique, par exemple, une fois qu'on a fini de l'assembler, on ne se contente pas de l'allumer. On fait plus que l'allumer. On envoie des ordres, on vérifie ce qui se passe, on la met dans des situations difficiles, on vérifie que ça continue à fonctionner, fonctionner correctement. Pareil pour l'élément le plus important qui est le détecteur. C'est ce que je vous montre là ici à l'écran. Vous avez tout à fait à droite le petit détecteur de tout à l'heure, vous vous en souvenez peut-être, c'était lui qui était en photo là tout en haut à gauche. Donc c'est un élément particulièrement critique avec son électronique. C'est lui qui va faire les images, c'est lui qui va définir leur résolution spatiale, leur qualité, c'est lui qui fait l'essentiel du travail. On va le mettre dans une cuve à vide, c'est l'élément que vous voyez en plein milieu. Là j'ai pris une photo dans une cuve à vide, elle est ouverte ici. Et tout à gauche vous avez une photo du hall blanc, du hall de test. C'est un hall propre, c'est pour ça que je dis blanc. Parce qu'on évite les poussières, pour plein de raisons, pour éviter la contamination, pour éviter les courts-circuits, parce que il ne faut pas que ça se mette sur les circuits électroniques. On travaille donc dans ce hall propre. Donc juste pour préciser, hall propre, c'est on rentre pas comme ça, on rentre avec... Voilà, on est très beau, on est très élégant. C'est une salle blanche. Moi je dis aux étudiants, on est habillé en schtroumpf, mais c'est déguisé en lapin. En lapin, l'équipe c'est déguisé en lapin. Le lapin, c'est bien aussi. On met sa charlotte, sa blouse, ses gants, son masque, etc. Comme on est en bleu. C'est sur chose, voilà. D'où le mais il ne faut pas être en bleu. Ne sont en bleu que les personnels station. Les personnels labo sont en vert. Attention. J'ai eu des passes donc droit nous sommes en vert. Et nous allons travailler dans ces salles blanches sur soit les instruments qui sont dans leur cuve à vide, où on va essayer de descendre aux pressions proches des conditions spatiales. Non pas pour reproduire ces pressions, parce qu'en fait c'est pas très intéressant. C'est très facile de vérifier mécaniquement que c'est bon. Ça c'est très facile. C'est pour ne pas faire de glaçons. Parce qu'on va descendre en température très bas, parce que là par contre le comportement thermique lui il est presque impossible à prévoir, il faut reproduire la condition thermique. Et d'ailleurs ça ne marche pas si on n'est pas dans les bonnes conditions thermiques. Donc on descend dans notre cas à 80 Kelvin, moins 200, moins 190 degrés Celsius. Et si on fait ça là dans la pièce, il va y avoir un énorme glaçon à la place de l'endroit où je l'ai fait. C'est pour ça qu'il faut du vide, c'est la raison essentielle. Donc on descend, on fait du froid, des cuves à vide thermiques, et puis on met dedans parfois un petit peu de dispositif optique pour contrôler nos faisceaux lumineux. Mais le plus souvent, on va mettre surtout l'instrument qui a besoin d'être dans ces conditions vides, thermiques, extrêmement propres, extrêmement contrôlées. Et puis à l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir dans la photo de gauche. Devant la partie cuve, il y a une cuve verte là au milieu qui est grande, et devant il y a tout un caisson noir et gris. C'est le caisson optique dans lequel on met toutes nos optiques, toutes nos sources qu'on doit donc parfaitement caractériser. C'est l'essentiel de mes journées en ce moment. Et on enverra ensuite leur signal bien maîtrisé dans cette cuve où l'instrument attend de recevoir ça, de nous faire des images et nous on va interpréter. Et donc cette salle blanche qu'on appelle station d'étalonnage et d'intégration à l'IAS à Orsay. Donc toi, tu arrives avec ton instrument, tu le poses, tu allumes, ça marche ou voilà. Ce serait beau. En fait, chaque mission est ultra spécifique et nécessite un dispositif particulier, c'est ça ? C'est pour ça que c'est un redéveloppement à chaque fois. Oui. On fait de la recherche, donc on fait que des prototypes. C'est ça. Toute la différence avec l'industrie. Exactement. On fait des séries. On ne fait que des prototypes et c'est pour ça que tout est à redécouvrir à chaque fois. L'instrument, chaque objectif de mission étant différent du précédent parce qu'on a envie d'évoluer et d'avancer. Exactement. Les spécifications techniques de la mission sont évidemment différentes des précédentes. Et donc pour réussir à tester que l'on a bien atteint ces nouvelles performances, qu'on a bien réussi à faire tel nouveau système, telle nouvelle logique d'acquisition, le système de test, lui aussi, à chaque fois, est unique, est développé pour. Il y a des points communs. La cuve là, qui est en plein milieu de l'image à gauche, elle est vieille. Je crois qu'elle date de la fin des années 50. Oui. Voilà. Elle est toujours là, elle marche toujours très bien. Donc il y a des choses qui restent. L'électronique a évolué, mais voilà. La cuve est la même. Encore qu'on envoie dans l'espace l'électronique d'il y a au moins 10 ans. C'est ça. Plutôt 20 pour être sûr que ça marche. En revanche, par exemple, le banc d'optique qui est devant, on a gardé un héritage qui a une petite dizaine d'années,
mais on n'a gardé qu'une partie. Une grande partie de mon travail aujourd'hui, c'est de réinstaller, remettre en place, vérifier que les nouvelles sources, certaines nouvelles optiques, la nouvelle idée de dispositif qu'on a eue, une nouvelle manière d'assembler ces éléments, fonctionne et produit les performances qu'on attend. Tu nous as parlé tout à l'heure d'écart de température dans l'instrument, parce qu'en fait, les gens peut-être ne percutent pas complètement que dans le spatial, donc il y a du vide, tu en as parlé, mais finalement le vide, c'est pas le plus dramatique, ce sont les écarts monstrueux de température qu'il y a. Et alors je ne sais pas si tu nous as apporté des objets, je ne sais pas si tu peux nous en parler. C'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé, effectivement, Voilà, ça vient à ce moment-là. Il y a souvent le débat de mais pourquoi on envoie du monde dans l'espace, pourquoi on envoie ça sert à rien, arrêtons de jeter l'argent du contribuable par les fenêtres. Demandez à tous les gens qui ont eu besoin d'une couverture de survie un jour dans leur vie, ils sont contents qu'il y ait eu l'exploration spatiale. Ils savent probablement pas que c'est à cause de ça, mais pourtant si. Ce que j'ai là dans les mains, c'est 10 couches de couverture de survie, avec entre ce qu'on appelle dans le jargon du voile de mariée, un petit filet fin qui sépare les couches de couverture de survie pour qu'elles servent à quelque chose. Donc on a ces dizaines de couches. Là j'ai une version facile. Sur les instruments, on met une trentaine de couches. Et donc il y a un art qui est l'art de coudre ça. Nos thermiciens sont très bons à ça. Donc cet isolant, qu'on appelle de la MLI, isolant multicouche, il a été inventé pour les missions Apollo parce que la thermique dans l'espace c'est très difficile à gérer. Il fallait une isolation excellente. Et bah, c'est là que vient la couverture de survie. C'est ça. Voilà. Donc cette MLI, on recouvre à peu près tous les morceaux de l'instrument de ça. Parce que les parois de ces cuves à vide, elles, sont à la température ambiante. On ne va pas descendre à moins 190 degrés les dizaines de mètres carrés, je pense, en tout, de surface de l'intérieur de cette cuve. C'est impossible, la dépense énergétique serait titanesque. Donc, on enrobe l'instrument, mon cube de 80 par 80 de tout à l'heure, là, avec ça. C'est pour ça que c'est scotché de partout et que ça a une drôle de forme, parce qu'il faut que ça suive. Il faut que ça vienne autour de l'instrument. Et ça va permettre, lui, de le descendre à la température qui va bien. Voilà. Alors, donc là, c'est pour le test, on a bien compris, pour que la température corresponde au test qu'on veut faire. Les satellites sont souvent recouverts de couleurs un peu comme ça. Donc, est-ce que c'est la même chose? Ça qui leur donne leur couleur, souvent. L'extérieur des satellites, et pourquoi? Et même si c'est pas ça, c'est un truc qui ressemble. Alors, exactement, c'est un truc qui ressemble. Si, c'est ça, c'est 30 couches de MLI en général. Ça, avec, alors, souvent, au lieu d'avoir une couleur grise, c'est plutôt doré. Oui. Alors, c'est souvent plutôt doré, soit parce qu'on l'a recouvert d'une couche dorée pour être plus réfléchissant dans les gammes de longueur d'onde. Plusieurs manières d'être réfléchissant. Ça a l'air d'être réfléchissant, je sais bien. Mais ce serait mieux réfléchissant dans plus de gammes de longueur d'onde si c'était doré. Et puis, c'est aussi tout le temps jaune à cause de ce que vous voyez sur le côté, le Kapton, qui est le scotch préféré de l'ingénieur spatial. C'est du scotch qui va dans l'espace, qui tient dans le vide, qui tient en froid et qui est isolant. C'est formidable comme invention. Donc, oui, on envoie dans l'espace des choses scotchées de partout. C'est ça, ça marche mais avec très du bien. scotch spécial Voilà. qui a cette couleur-là. Donc voilà, on aura quelques secrets de fabrication des satellites. Merci Pierre pour ces conseils et cette vision éclairante sur les missions spatiales. Bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Très bonne soirée, bonne nuit.